Aujourd'hui, on va parler d'un acteur aussi discret qu'énigmatique. Un homme qui a traversé les décennies du cinéma avec une élégance rare. Jean-Louis Trintignant. Né le 11 décembre 1930 à Piolenc, dans le Vaucluse, il grandit dans une famille partagée entre catholicisme et protestantisme, ce qui lui inculque dès son plus jeune âge une certaine réserve, une indépendance d'esprit et un goût du doute. Il se découvre une passion pour le théâtre et le cinéma dans les années 50 et se fait connaître grâce à Et Dieu créa la femme aux côtés de Brigitte Bardot. Mais ce n'est qu'un début. Il deviendra l'un des plus grands acteurs français, jouant dans des chefs-d'œuvre comme Un homme et une femme, Z ou encore Le Conformiste. Mais Jean-Louis Trintignant, c'était bien plus qu'un immense acteur. Pilote automobile, vigneron, amoureux de poésie, homme pudique et mystérieux, il était plein de contradictions et de nuances, comme ses rôles. Et surtout, il a vécu une vie riche en anecdotes surprenantes. Accrochez-vous, voici 10 histoires fascinantes sur Jean-Louis Trintignant, certaines que vous ne soupçonniez sûrement pas. Nous sommes en 1954 et la guerre d'Algérie vient d'éclater. À cette époque, tous les jeunes hommes français savent qu'ils risquent d'être appelés sous les drapeaux. Pour beaucoup, il n'y a pas d'alternative. C'est le service militaire et souvent un départ en Algérie où la situation est de plus en plus tendue. Jean-Louis Trintignant, lui, voit cette perspective d'un très mauvais œil. Il n'a aucune envie de participer à cette guerre qu'il ne comprend pas et dont il ne partage pas les enjeux. Il sait aussi que s'il est envoyé en Algérie, il risque d'être affecté dans une zone de combat particulièrement dangereuse, comme les Aurès, où se déroulent de violents affrontements. Alors, il décide de trouver un moyen d'échapper à cette obligation. Mais attention, il ne va pas se contenter de feindre un mal de dos ou une faiblesse passagère. Non. Jean-Louis Trintignant met en place un stratagème plus élaboré, qui demande une certaine préparation. Avec l'aide d'un médecin complice, il élabore une technique imparable. Il avale un mélange de blanc d'œuf et de vin rouge. Et ce n'est pas pour se faire un cocktail original. Ce breuvage, aussi étrange que peu appétissant, provoque une réaction physiologique qui donne l'impression qu'il souffre d'un grave problème de foie. Son teint devient jaunâtre, ses analyses sont faussées, et quand il passe devant la commission militaire, les médecins tombent dans le panneau. Résultat, au lieu d'être envoyé en Algérie comme des milliers d'autres jeunes hommes de sa génération, il est affecté à Trèves, en Allemagne, loin du conflit. Par la suite, il est transféré à la caserne Duplay, à Paris. Un poste bien plus tranquille, où il ne sera jamais confronté au combat. Mais même s'il a réussi à éviter la guerre, cet épisode le marquera profondément. D'un côté, il ressent un certain soulagement, car il sait qu'il a échappé à une expérience extrêmement dure. Mais de l'autre, il éprouve aussi une forme de culpabilité. Beaucoup de jeunes de sa génération n'ont pas eu cette chance, et certains ne sont jamais revenus d'Algérie. Cette guerre laissera des traces profondes en France, mais aussi en lui. Pendant un temps, il se pose des questions sur son avenir. Il envisage même d'abandonner le cinéma. Il pense à devenir photographe, à partir voyager, à faire complètement autre chose. Mais le destin en décidera autrement. Petit à petit, il revient à son premier amour, le théâtre, puis au cinéma. Et quelques années plus tard, il devient l'un des visages incontournables du cinéma français. Si Jean-Louis Trintignant n'a jamais été un militant politique affiché, cette expérience influencera ses choix de carrière. Il choisira souvent des rôles engagés, des films qui dénoncent l'injustice ou les régimes autoritaires. L'un des meilleurs exemples est son rôle dans Z de Costa Gavras, où il incarne un juge en lutte contre une dictature. Cet épisode montre bien le caractère de Jean-Louis Trintignant, un homme discret qui détestait l'autorité imposée, mais qui n'avait pas besoin de grands discours pour suivre ses convictions. Dans les années 70, Jean-Louis Trintignant est déjà une figure majeure du cinéma français et européen. Il a tourné avec les plus grands réalisateurs et a prouvé qu'il pouvait tout jouer. Le romantique dans Un homme et une femme, l'intellectuel tourmenté dans Le Conformiste, le magistrat incorruptible dans Z. C'est alors qu'un projet très particulier lui est proposé. Un réalisateur italien, Bernardo Bertolucci, veut lui confier le rôle principal de son prochain film. Jean-Louis Trintignant connaît bien le réalisateur. Ils ont déjà travaillé ensemble sur Le Conformiste en 1970, un chef-d'œuvre qui a marqué le cinéma. Mais cette fois, c'est un projet totalement différent. Il s'agit d'un film audacieux, dérangeant, qui explore les profondeurs de la sexualité et du désespoir.
Un film où chaque scène est une onde de choc, où les tabous volent en éclats. Son titre ? Le dernier tango à Paris. Le rôle principal est celui d'un Américain, perdu dans les rues de Paris après la mort de sa femme, qui engage une liaison étrange et intense avec une jeune femme beaucoup plus jeune que lui. Un film sulfureux, où la frontière entre l'amour et la violence est floue, où l'intimité est filmée sans filtre, sans concession. Mais dès que Jean-Louis Trintignant lit le scénario, il comprend que ce rôle n'est pas pour lui. D'abord, il y a la question de la nudité et des scènes explicites. Jean-Louis Trintignant est un acteur discret, très pudique, qui a toujours préféré les silences aux démonstrations trop frontales. Se livrer de cette manière à l'écran, c'est impensable pour lui. Ensuite, il y a l'aspect psychologique du film. Ce n'est pas une simple histoire d'amour ou d'érotisme, c'est un film âpre, brutal, où les personnages sont torturés, où le rapport de domination est omniprésent. Jean-Louis Trintignant ne se sent pas à l'aise avec cette vision du cinéma. Mais ce qui scelle définitivement son refus, c'est une remarque de sa fille, Marie Trintignant. À l'époque, elle est encore enfant, et quand elle entend parler du projet, elle lance à son père cette phrase devenue légendaire. « Papa, qu'est-ce que je vais dire à mes copines si elles voient ton zizi au cinéma ?» Jean-Louis éclate de rire, et la décision est prise. Ce film ne sera pas pour lui. Le rôle principal est alors proposé à Marlon Brando, qui l'accepte, et le film devient un événement planétaire. Le dernier tango à Paris sort en 1972 et provoque un scandale énorme. Dans certains pays, il est carrément interdit. En Italie, Bernardo Bertolucci est poursuivi en justice pour outrage à la pudeur, et le film est censuré pendant plus de 10 ans. Avec le recul, Jean-Louis Trintignant ne regrettera jamais son choix. « Je n'aurais pas été à ma place dans ce film », dira-t-il plus tard. C'est tout lui, ça. Un acteur d'une extrême finesse qui a toujours préféré les films où l'émotion passe dans le regard, dans les non-dits, plutôt que dans la provocation. Et c'est peut-être aussi ce qui a fait toute la différence dans sa carrière. Plutôt que de courir après les rôles chocs, il a construit un cinéma subtil, sensible, où la force des mots et des silences comptait plus que l'exhibition des corps. Jean-Louis Trintignant, c'est avant tout un acteur, un immense acteur. Mais derrière cette figure emblématique du cinéma français se cache un homme passionné par des plaisirs bien plus simples, loin des projecteurs et des plateaux de tournage. Et parmi ses passions, il y en a une qui l'a occupé pendant des années, presque en secret, la viticulture. Tout commence dans les années 90, lorsque Jean-Louis décide de changer complètement d'univers. Il a déjà une carrière bien remplie, il a tourné avec les plus grands réalisateurs, mais il ressent un besoin d'ancrage, de retour à la terre. Loin du bruit du cinéma, il veut quelque chose de plus tangible, de plus authentique. Il achète alors des terres en Provence, dans le Gard, et se lance corps et âme dans la culture de la vigne. Son domaine s'appelle Rouge-Garance, un nom évocateur, qui fait autant référence à la couleur du vin qu'à la garance, une plante tinctoriale autrefois très utilisée en teinture. Mais attention, Jean-Louis Trintignant ne fait pas ça en dilettante. Il ne s'agit pas juste d'avoir un vignoble pour dire qu'il en a un, comme certains acteurs ou célébrités qui s'offrent une cuvée à leur nom. Non, il veut faire du vin, du vrai et surtout du bon vin. Il s'entoure alors d'experts, apprend les subtilités de la viticulture, se passionne pour les cépages, la terre, la météo, tout ce qui peut influencer le goût du vin. Il veut un vin à son image, discret, subtil, raffiné. Et comme un bon vin ne se fait jamais seul, il embarque dans l'aventure quelqu'un d'exceptionnel. Enki Bilal, le célèbre dessinateur et auteur de bandes dessinées, qui est un de ses amis proches. C'est lui qui dessine l'étiquette de la première cuvée du domaine, sortie en 1997. Le vin de Jean-Louis Trintignant, c'est un mélange de Grenache, Syrah et Mourvèdre. Un vin typiquement méditerranéen, puissant et équilibré. Il reçoit rapidement d'excellentes critiques et trouve sa place parmi les vins les plus respectés du Languedoc-Roussillon. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est l'état d'esprit de Jean-Louis Trintignant face au vin. Là où certains voient un simple produit de consommation, lui y voit une œuvre d'art, un processus aussi délicat que la réalisation d'un film. Il aime dire que faire un bon vin, c'est comme jouer un rôle au cinéma.
Il faut de la patience, du travail et un profond respect du temps. D'ailleurs, il dira dans une interview « Un bon film, comme un bon vin, a besoin de temps pour atteindre sa maturité et révéler toute sa saveur. » Avec Rouge Garance, Jean-Louis Trintignant trouve un équilibre entre ces deux mondes. Il continue d'être acteur, mais il se ressource dans les vignes, dans le silence de la nature, loin des projecteurs. Et au fond, cette passion en dit long sur l'homme qu'il était. Un homme d'une immense simplicité, qui, malgré le succès et la célébrité, n'a jamais cherché à briller plus que nécessaire. Un homme qui préférait un bon verre de vin entre amis à une soirée mondaine. Son vin continue d'être produit aujourd'hui, portant toujours cette empreinte de discrétion et d'excellence, à l'image de Jean-Louis Trintignant lui-même. Quand on pense à Jean-Louis Trintignant, on imagine tout de suite le cinéma français. Il a tourné avec Claude Lelouch, François Truffaut, Costa Gavras. Il a marqué des générations avec Un homme et une femme, Z, Amour. Bref, une légende du cinéma hexagonal. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il a également été une immense star en Italie. Pendant près de 2 décennies, le cinéma italien va lui ouvrir ses bras, et c'est là-bas qu'il va tourner certains de ses plus grands films. Tout commence au début des années 60, quand Dino Risi, un maître de la comédie italienne, lui propose un rôle aux côtés de Vittorio Gassman dans Il Sorpasso, le fanfaron en français, 1962. Et là, c'est une révélation. Dans ce film, Jean-Louis joue un jeune homme timide, réservé, complètement opposé au personnage exubérant et charmeur de Vittorio Gassman. Un contraste parfait qui séduit immédiatement le public italien. Mais ce qui frappe surtout dans ce rôle, c'est que Jean-Louis Trintignant n'essaie pas de copier les Italiens. Il reste lui-même, avec son style tout en retenue, son regard intense, sa voix posée. Et paradoxalement, c'est précisément cette sobriété qui plaît aux Italiens. Très vite, les plus grands réalisateurs italiens veulent travailler avec lui. Dans les années 70, il enchaîne les chefs-d'œuvre du cinéma italien, avec notamment Bernardo Bertolucci, qui lui offre un rôle majeur dans Le Conformiste, 1970. Ce film est une claque cinématographique absolue. Jean-Louis Trintignant y joue un homme tourmenté, prisonnier d'un régime totalitaire, coincé entre son devoir et son désir de rébellion. Sa performance est hallucinante de précision. Il incarne un personnage à la fois glacial et terriblement humain, et c'est grâce à ce rôle qu'il devient une référence en Italie. Les Italiens l'adorent pour sa justesse, son mystère, sa façon de jouer sur le fil du rasoir. Il est l'un des rares acteurs français à s'intégrer si bien dans le cinéma transalpin, un monde où la démesure est souvent la règle. Et pourtant, malgré le succès, malgré les propositions, Jean-Louis Trintignant ne s'installera jamais totalement en Italie. Il adore y travailler, il y trouve des rôles incroyables, mais il reste profondément attaché à la France, à son rythme de vie plus calme, à son besoin de solitude. Il expliquera plus tard que s'il avait voulu, il aurait pu faire toute sa carrière en Italie. Mais ce n'était pas son style. Trop d'agitation, trop de bruit, trop de feu des projecteurs. Jean-Louis Trintignant était un acteur libre, un homme qui ne se laissait pas enfermer dans un système. Il prenait les rôles qui lui parlaient, et dès qu'il sentait que quelque chose ne lui correspondait plus, il s'éloignait, sans regret. Sa carrière en Italie restera comme l'un des plus beaux chapitres de sa vie d'acteur. Une preuve de plus que son talent était universel et qu'il pouvait briller dans n'importe quelle langue, sur n'importe quel écran. Aujourd'hui encore, Le Conformiste et Il Sorpasso sont considérés comme des chefs-d'œuvre intemporels, et son passage par l'Italie a construit une partie de sa légende. Jean-Louis Trintignant n'était pas seulement un immense acteur, c'était aussi un homme de mots, un passionné de langage, de rythme et de sonorité. Pour lui, jouer, ce n'était pas juste interpréter un rôle, c'était traduire une émotion à travers la musique des mots. D'ailleurs, il ne voyait pas le métier d'acteur comme un simple exercice technique. Non, il avait une approche bien plus sensible, presque littéraire. Il considérait que chaque dialogue devait sonner juste, que chaque phrase devait avoir une cadence naturelle, comme un poème que l'on récite. Et ce n'est pas un hasard, parce que Jean-Louis Trintignant était aussi des musiciens, des poètes, des artistes tout au long de sa vie. Il a récité les textes des plus grands poètes français. Jacques Prévert, pour la douceur et l'humanité de ses mots, Guillaume Apollinaire, pour ses vers libres et sa modernité, Arthur Rimbaud,
pour son énergie et ses fulgurances. Pour lui, la poésie et le jeu d'acteur étaient indissociables. Il pensait que les plus grands acteurs étaient aussi des musiciens, des poètes, des artistes du silence. Et ce n'était pas qu'une belle idée en l'air. Il l'a mis en pratique toute sa vie. Sur scène, dans ses lectures publiques, il donnait autant d'intensité à un poème qu'à une scène de film. Quand il lisait un texte, il le vivait, il le sculptait avec sa voix unique, ce timbre grave et légèrement cassé qui donnait à chaque mot une force incroyable. Mais cette passion pour la poésie, il ne l'a pas seulement exprimée à travers des lectures. On la ressent dans son jeu d'acteur, dans sa manière de poser sa voix, d'utiliser les silences. Il avait une façon bien à lui de laisser les mots respirer, de leur donner un poids sans jamais forcer l'émotion. Il disait souvent que le plus important en tant qu'acteur, ce n'est pas ce que l'on dit, mais ce que l'on fait entendre dans les silences. Et c'est là tout son génie. Jean-Louis Trintignant n'avait pas besoin d'en faire trop. Là où d'autres acteurs cherchaient à surjouer, lui travaillait sur l'économie des gestes, la subtilité, le regard. Regardez n'importe lequel de ses films. Il y a toujours cette lumière dans ses yeux, ce mélange de mélancolie et d'intensité, comme s'il contenait tout un monde intérieur prêt à exploser à tout moment. Cette approche du jeu, épurée et poétique, a fait de lui un acteur à part, un comédien que l'on n'oublie jamais, même lorsqu'il ne prononce qu'une seule phrase. Et peut-être est-ce aussi pour ça qu'il a été si respecté, même par les plus jeunes générations. Parce qu'il incarnait une autre manière de jouer, une manière où l'essentiel ne passait pas par l'apparence ou la démonstration, mais par l'émotion brute, vraie, fragile. Jusqu'à la fin de sa vie, il n'a jamais cessé de dire des poèmes, de les réciter avec cette voix si reconnaissable. Comme s'il savait que les mots, bien dits, pouvaient toucher autant qu'une grande scène de cinéma. Jean-Louis Trintignant, c'était un acteur-poète, un amoureux des mots, un sculpteur d'émotions. Et c'est aussi pour ça qu'il restera immortel. Jean-Louis Trintignant a toujours été un homme discret, presque mystérieux. Il parlait peu de lui, de ses croyances, de son enfance. Pourtant, si l'on cherche à comprendre ce qui a façonné son caractère, il faut remonter aux toutes premières années de sa vie, dans le sud de la France. Il naît en 1930 à Piolenc, un petit village du Vaucluse. Son enfance se déroule dans une France encore marquée par une forte influence religieuse, où la foi est au centre de la vie quotidienne. Mais ce qui est particulier chez lui, c'est que sa famille est partagée entre deux traditions religieuses. D'un côté, son père est catholique, ancré dans une vision traditionnelle et un peu austère de la foi. De l'autre, sa mère est protestante, une confession plus minoritaire en France, qui prône souvent un rapport à la religion plus introspectif, plus individuel. Grandir entre deux univers spirituels différents, ce n'est pas anodin. Dès son plus jeune âge, Jean-Louis Trintignant est confronté à deux manières de voir le monde, deux sensibilités distinctes. Le catholicisme, c'est une religion de rituels, de dogmes bien établis, une foi souvent vécue à travers la communauté, l'Église, les traditions familiales. Le protestantisme, lui, met l'accent sur la lecture individuelle de la Bible, sur une relation plus intime avec la foi, sans passer par des intermédiaires comme les prêtres. Et dans cette dualité, Jean-Louis Trintignant développe un regard singulier sur la spiritualité. Très tôt, il se rend compte qu'il n'adhère pas totalement à l'un ou à l'autre. Il n'est ni un fervent catholique, ni un protestant pratiquant. Il observe, il doute, il questionne. Et surtout, il forge son propre rapport au monde. Ce rapport à la religion, il ne l'évoquera que très rarement dans sa carrière. Mais on peut voir son influence discrète dans ses choix de vie, dans sa façon d'être en retrait, de fuir les grandes démonstrations d'ego, d'avoir un rapport presque philosophique au métier d'acteur. Plus tard, il finira par se définir comme athée, mais sans rejet de la spiritualité. Pour lui, la religion n'est ni un carcan, ni un refuge, mais une question intime, propre à chacun. D'ailleurs, cette éducation entre deux traditions religieuses différentes l'a peut-être aidé à développer cette fameuse retenue, ce sens de la nuance, ce refus des vérités absolues, qui ont tant marqué son jeu d'acteur. Et c'est peut-être aussi ce qui l'a conduit à être un homme qui doutait, qui n'affirmait jamais rien avec certitude, qui se méfiait des dogmes, qu'ils soient religieux, politiques ou même artistiques. Jean-Louis Trintignant n'a jamais été un homme de croyances figées. Il a été un homme de questions,
Un acteur qui laissait aux spectateurs le soin de trouver leur propre réponse. Et au fond, c'est peut-être ça, sa vraie foi, celle du doute, de l'ouverture, de la liberté de penser. Jean-Louis Trintignant a toujours cultivé une certaine pudeur, une discrétion naturelle, que ce soit dans sa façon de parler, de jouer ou même d'apparaître en public. Il était de ces acteurs qui n'avaient pas besoin d'en faire trop, qui laissaient les regards et les silences raconter l'histoire. Mais ce trait de caractère, ce besoin d'être en retrait, il le doit peut-être à son enfance, et notamment à une anecdote pour le moins surprenante. Jusqu'à l'âge de 5 ans, sa mère l'habille comme une fille. À cette époque, nous sommes dans les années 30, et ce n'est pas si rare de voir des petits garçons vêtus de robes, avec des boucles blondes soigneusement coiffées. C'était une mode héritée du 19e siècle, une sorte de tradition dans certaines familles où l'on habillait les jeunes garçons comme des petites filles jusqu'à un certain âge. Mais chez les Trintignant, ce n'était pas qu'une simple coutume. Sa mère, qui le trouvait très beau, voulait prolonger cette période d'innocence, presque comme si elle refusait de le voir grandir trop vite. Résultat ? Pendant ses premières années, Jean-Louis ressemble plus à une adorable fillette bien coiffée qu'à un futur homme de cinéma. Il porte des robes, des rubans, des tenues délicates. Et visiblement, cela ne le dérange pas sur le moment. Mais à 5 ans, il arrive un moment où le monde extérieur commence à peser, où les autres enfants font des remarques, où l'envie de s'affirmer différemment se fait sentir. C'est à cet âge-là qu'il réalise qu'il est habillé différemment des autres garçons. Petit à petit, il commence à refuser ses vêtements féminins, à vouloir des tenues plus classiques pour son âge et son genre. Cette période de son enfance ne l'a pas traumatisé, loin de là. Il en parlera plus tard avec une certaine distance, presque amusé. Mais il reconnaîtra aussi que cela a pu renforcer sa nature réservée, son côté introverti et pudique, qui ne le quittera jamais vraiment. D'ailleurs, il n'a jamais été un homme d'excès ou de virilité affichée. Il a toujours préféré l'élégance discrète aux démonstrations bruyantes, que ce soit dans son attitude ou dans son jeu d'acteur. Peut-être que ce début de vie, où il était perçu un temps comme une petite fille, l'a rendu plus sensible, plus attentif à certaines nuances dans les rôles qu'il choisirait plus tard. Cette anecdote est une petite touche insolite dans sa vie. Un détail qui raconte quelque chose de plus grand. Son rapport à l'image, à la pudeur, au regard des autres. Parce que Jean-Louis Trintignant, tout au long de sa carrière, aura toujours su garder ce mystère, cette retenue, cette manière unique de ne jamais tout dévoiler, mais de toujours tout suggérer. Quand on évoque Jean-Louis Trintignant, on pense immédiatement à son regard intense, à sa voix grave et posée, à son jeu tout en subtilité et retenue. On pense au cinéma, au théâtre, à la poésie. Mais ce que l'on sait moins, c'est que cet homme d'apparence si calme était aussi un passionné de vitesse, un véritable amateur de sport automobile et pas qu'en spectateur. Et cette passion ne sortait pas de nulle part. Elle est... Grandir avec un oncle pareil, forcément oncle Maurice Trintignant, n'était pas un pilote comme les autres. C'était une légende de la Formule 1, un des grands noms du sport automobile français des années 50 et 60. Maurice a marqué l'histoire en remportant notamment le Grand Prix de Monaco en 1955 et 1958, et surtout en devenant le premier Français à gagner les 24 heures du Mans en 1954. Grandir avec un oncle pareil, forcément, ça donne envie de prendre le volant et de sentir l'adrénaline de la course. Jean-Louis Trintignant, pourtant si discret et réservé, était en réalité un homme d'émotions fortes. Il aimait les sensations, la montée d'adrénaline, la précision du pilotage. Pour lui, le sport automobile, ce n'était pas juste une question de vitesse, c'était un art, une discipline où chaque détail compte. Alors un jour, il décide de franchir le pas. En 1980, alors qu'il a déjà 50 ans et qu'il pourrait se contenter de regarder les courses en spectateur, il s'inscrit au mythique 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans, c'est l'une des courses les plus difficiles et prestigieuses au monde. Pendant une journée entière, des pilotes se relaient pour pousser les voitures et leurs propres limites à l'extrême. Jean-Louis Trintignant prend le volant d'une Porsche 935, une véritable bête de course. À ses côtés, il partage le cockpit avec Anne-Charlotte Vernet, une pilote talentueuse qui a participé à pas moins de 10 éditions des 24 heures du Mans. Le défi est immense. Cette course, c'est une épreuve d'endurance, où il faut tenir face à la fatigue, au stress,
aux conditions météorologiques imprévisibles. Mais Jean-Louis, fidèle à lui-même, est concentré, précis, méticuleux. Malheureusement, l'aventure ne se termine pas comme il l'aurait espéré. Son équipe est contrainte d'abandonner avant la fin de la course, victime d'ennuis mécaniques. Mais peu importe le résultat, Jean-Louis Trintignant a couru les 24 heures du Mans. Et cette expérience prouve une chose. Derrière l'acteur introverti et contemplatif, il y avait un homme de sensations fortes. Un homme qui savait prendre des risques et s'aventurer là où on ne l'attendait pas. Toute sa vie, il restera un amoureux de l'automobile, gardant un respect immense pour les pilotes et la complexité de ce sport. Alors que la plupart des acteurs de sa génération se contentaient d'incarner des personnages sur grand écran, lui voulait aussi vivre ses passions dans la vraie vie. Et quoi de mieux que la vitesse, le frisson du bitume, le rugissement des moteurs pour ressentir cette montée d'adrénaline? Jean-Louis Trintignant était décidément un homme plein de contrastes, capable de réciter Apollinaire d'une voix douce un jour et de lancer une Porsche à pleine vitesse sur un circuit mythique le lendemain. Jean-Louis Trintignant, c'est une voix grave, posée, légèrement cassée, qui donne à ses personnages une profondeur unique, une intensité presque hypnotique. Une voix qu'on pourrait reconnaître entre mille, tant elle est marquante et singulière. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette voix a servi un autre monstre sacré du cinéma, Jack Nicholson. Et pas dans n'importe quel film. Nous sommes en 1980, et un chef-d'œuvre du cinéma d'horreur s'apprête à sortir sur les écrans. Shining, réalisé par Stanley Kubrick. Un film culte, terrifiant, où Jack Nicholson incarne Jack Torrance, un écrivain qui sombre dans la folie au sein d'un hôtel isolé en pleine montagne. Un film où chaque détail est millimétré, où chaque plan est pensé pour déranger et hypnotiser le spectateur. Mais voilà, en France, comme à l'époque le doublage est roi, il faut une voix française capable de rendre justice à la folie et à l'intensité de Jack Nicholson. Et c'est là que Jean-Louis Trintignant entre en jeu. Le choix peut surprendre. Jean-Louis Trintignant et Jack Nicholson sont deux acteurs au style radicalement différent. Jack Nicholson, c'est l'exubérance, l'explosion, le grain de folie qui jaillit à chaque instant. Et Jean-Louis Trintignant, c'est le calme, la subtilité, l'émotion contenue qui surgit d'un simple regard. Et pourtant, c'est précisément cette maîtrise des nuances qui va faire la différence. Car dans Shining, la folie de Jack Torrance ne doit pas être un simple délire. Elle doit être insidieuse, progressive, presque fascinante. Alors Jean-Louis Trintignant, avec sa voix grave et envoûtante, va apporter une profondeur supplémentaire au personnage, une dimension plus retenue mais terrifiante, où la menace n'est pas seulement dans les cris, mais dans les silences. Quand il prononce le légendaire « Here's Johnny », ce moment culte où Jack Nicholson passe sa tête à travers la porte éclatée à la hache, la voix de Jean-Louis Trintignant amplifie encore plus le malaise. C'est un travail d'orfèvre, une performance qui prouve que le doublage est bien plus qu'un simple exercice technique. C'est une interprétation à part entière, un véritable jeu d'acteur invisible, mais puissant. Pourtant, Jean-Louis Trintignant ne sera pas fier de ce doublage. Pourquoi? Parce qu'il détestait doubler d'autres acteurs. Pour lui, la voix était une extension du jeu, une partie intégrante de l'acteur d'origine. Remplacer une voix, c'était comme trahir une performance. Dans une interview, il avouera que doubler Jack Nicholson l'avait mis mal à l'aise, car il trouvait impossible d'égaler son jeu. Et d'ailleurs, preuve de son inconfort, il refusera par la suite de faire du doublage. Mais malgré cela, son travail sur Shining reste l'un des plus marquants du cinéma français. Et encore aujourd'hui, certains spectateurs considèrent que la version doublée est aussi terrifiante que la version originale. Alors oui, Jean-Louis Trintignant restera à jamais un immense acteur français, mais il sera aussi, à sa manière, la voix du cauchemar le plus culte du cinéma d'horreur. Jean-Louis Trintignant, c'est un homme de cinéma, un acteur d'une justesse absolue, capable de jouer les rôles les plus complexes, les plus douloureux. Pourtant, il y a un rôle qu'il a refusé catégoriquement, un rôle qui lui ressemblait trop, un rôle qui lui faisait trop mal. Et pour comprendre ce refus, il faut revenir à l'un des drames les plus intimes de sa vie. Nous sommes en 1964 et Jean-Louis Trintignant partage sa vie avec Nadine Trintignant, réalisatrice et scénariste. Ensemble, ils forment un couple de cinéma, un couple complice, passionné. Puis,
un drame survient. Leur fille, Pauline, âgée de seulement 10 mois, meurt soudainement de mort subite du nourrisson. C'est une épreuve inimaginable, un séisme qui bouleverse tout ce qu'ils sont. La douleur est indescriptible, et comme souvent face à une tragédie aussi brutale, chacun la traverse à sa manière. Pour Nadine Trintignant, cette douleur doit être exorcisée à travers le cinéma. Elle décide alors d'écrire et de réaliser un film inspiré de leur histoire, qui racontera la perte d'un enfant et la façon dont un couple tente d'y survivre. Ce film, ce sera « Ça n'arrive qu'aux autres », sorti en 1971. Pour incarner les parents endeuillés, le premier choix est évident. Qui d'autre que Jean-Louis Trintignant lui-même pour jouer ce rôle qui est, en réalité, le sien. Mais Jean-Louis refuse, sans hésitation. Pour lui, c'est impossible. Ce serait insoutenable de rejouer sa propre douleur devant la caméra. Il ne veut pas revivre cette tragédie, la revivre sous les projecteurs, devant une équipe de tournage, sous le regard du public. Il est un acteur, oui, mais ce rôle-là, il ne peut pas le jouer. Il dira plus tard que ce n'est pas un rôle que l'on peut interpréter. C'est une douleur qui ne peut pas être mise en scène, qui ne peut pas être rendue avec justesse, car elle est trop personnelle, trop ancrée dans son propre corps. Alors, le rôle revient à Marcello Mastroianni, qui incarne le père aux côtés de Catherine Deneuve. Le film, lui, est un cri de douleur. Un film d'une tristesse absolue, où chaque plan respire le deuil, l'incompréhension, la solitude, la question lancinante qui hante tous ceux qui ont vécu un drame. Comment continuer à vivre après ça? Jean-Louis Trintignant, lui, restera en dehors de ce film, mais il portera ce drame toute sa vie. Il en parlera très peu, avec une immense pudeur, fidèle à lui-même. Et en un sens, ce refus en dit beaucoup plus sur lui que s'il avait accepté. Il n'était pas de ceux qui voulaient exposer leur souffrance au grand jour. Il préférait la garder dans le silence, dans l'intimité de sa mémoire. Mais cette tragédie ne le quittera jamais vraiment. Des années plus tard, un autre drame viendra raviver cette blessure. La perte de sa fille, Marie Trintignant, en 2003, dans des circonstances terribles. Ce jour-là, il dira simplement « J'ai perdu mes 2 filles, je n'ai plus peur de rien ». Jean-Louis Trintignant était un homme marqué par la douleur, mais il était aussi un homme qui refusait d'exploiter son propre chagrin pour en faire un spectacle. Ce rôle, celui de père en deuil, il l'a malheureusement joué dans la vraie vie, et c'était déjà bien trop. Jean-Louis Trintignant nous a quittés le 17 juin 2022, à l'âge de 91 ans. Avec lui, c'est une légende du cinéma français qui s'est éteinte, mais son héritage, lui, restera à jamais gravé sur pellicule. Il a su imposer un style unique, tout en retenue et en finesse, incarnant des personnages d'une intensité rare. Derrière ces rôles, il y avait un homme pudique, profondément marqué par la vie, mais aussi passionné par tout ce qu'il faisait. J'espère que ces anecdotes vous auront fait découvrir une autre facette de lui. Un Jean-Louis Trintignant plus intime, plus inattendu. Si vous voulez en savoir plus, plongez dans ses films, écoutez ses interviews, lisez ses poèmes. Il fait partie de ces artistes qui méritent qu'on prenne le temps de les redécouvrir. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos passionnantes sur les figures mythiques du cinéma et de la culture.